Dans ce quartier, chaque fenêtre a son histoire. Des voix s'élèvent, des silences se répondent, peut-être pas vrais, mais vrais quand même. Vrai quand même, c'est une série de récits courts, sensibles, inspirés de la vie de tous les jours. Chaque épisode est un fragment de vie, une étincelle qui révèle ce que l'on ne voit pas toujours. Parfois, un simple objet relie les histoires. Ce livre mystérieux a guidé Léo dans ses gestes et apporté un souffle à Marc dans sa douleur, comme un fil invisible qui relie les âmes. Au cœur de cette série, il y a Léo, silencieux, libre, en quête d'un geste juste, d'un sens. Autour de lui, des visages se dessinent. Julien a une aura, ancrée dans la simplicité du quotidien. Elliot, dont la sensibilité est née d'une perte profonde. Élise, lumineuse et insaisissable, porte dans ses mots et ses gestes l'écho d'une lignée d'artistes qui ont marqué ce quartier. Isaure, figure de sagesse et de nature, semble, elle aussi, habitée par cet héritage discret. Raphaël, Amina, Samuel et Elio, dont le lien avec Monsieur Caron tisse déjà une toile secrète. Chacun avance à sa manière, avec ses espoirs, ses secrets, ses doutes. Et peu à peu, leurs chemins s'entrelacent, comme si une histoire plus grande se dessinait derrière chaque rencontre. Suivre Vrai quand même, c'est voir ses destins se frôler, se répondre et accompagner Léo dans sa quête de sens. Au fond, chaque histoire nous rapproche un peu plus de lui et peut-être de nous-mêmes. Le vieux du troisième, c'était une plaie. Il râlait sur tout. Les cris des enfants, les skates, les rires trop forts. Il fixait les ados comme s'ils étaient des cafards. Personne ne lui parlait, on lui donnait même des surnoms. C'est vrai que les plus jeunes avaient peur de lui. Et puis un jour, il est mort. On n'a pas pleuré. Juste commenté, il était chelou quand même. Quelques jours plus tard, Emma, 17 ans, a frappé à ma porte. Elle voulait me montrer quelque chose. Une boîte à chaussures. Dedans, une vingtaine de lettres. Toutes anonymes. Tu n'es pas ce que tes notes disent de toi. Quand ça hurle à la maison, n'oublie pas que ça ne vient pas de toi. Tu peux choisir qui tu veux devenir, même si tu viens d'ici. Elles étaient toutes signées M. Le lendemain, c'est Malik, 16 ans, qui est venu. Il m'a tendu une feuille soigneusement pliée. Je la relis chaque fois que je suis en vrac, il a dit. Elle disait « Tu n'es pas bizarre, tu es rare. Ne cherche pas à disparaître pour ressembler aux autres. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une force en attente. » Encore signé M. Et puis il y a eu Sarah, 14 ans, diagnostiquée autiste l'année dernière. Elle ne parlait à personne, pas vraiment. Mais elle m'a tendu une lettre froissée, lue 1000 fois. Il y a des choses en toi que tu ne comprends pas encore. Mais on leur place ici, tu verras. Toujours signé M. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle a dit « Il m'a vu, avant tout le monde. » J'ai commencé à comprendre qu'il n'écrivait pas juste des lettres. Il offrait aux autres ce que personne ne lui avait jamais offert. La sensation d'exister. Trois jours après, j'ai croisé Théo, 15 ans, regard fuyant, toujours dans l'urgence d'être ailleurs. Je lui ai dit « T'as déjà reçu une lettre, toi ? Une de celles qui font du bien ?» Il a cligné des yeux, puis il a sorti une enveloppe de son sac. Froissée, abîmée. Il l'avait gardée. « Ça m'a empêché de faire une connerie, » il a dit. La lettre disait « J'ai vu ta colère, je la connais, mais tu n'as pas à la porter toute ta vie. Tu peux choisir ce que tu fais d'elle. Et ce jour-là, tu seras libre, vraiment libre. » Pas de signature,
juste cette initiale, M. Théo n'a rien ajouté. Il a rangé la lettre et il est reparti, plus droit, presque apaisé. Ce jour-là, on s'est tous demandé combien de lettres il avait écrites, et comment il savait, et surtout, pourquoi. Je devais partir ce jour-là, juste après le café. Une semaine loin d'ici. Le matin s'est levé dans un silence un peu flou, comme souvent après une soirée trop pleine. L'appartement était calme, Nora dormait encore. J'ai lancé la bouilloire, préparé le café pour tout le monde. Julien est sorti de sa chambre. Il avait cette tête des lendemains où on préférerait n'avoir à parler à personne. On s'est dit bonjour, distraitement. Puis, il s'est arrêté, a regardé la table. Il y avait cette tasse. Je l'ai vue aussi, cette tasse. Une tasse d'enfant, en céramique brute, offerte à Nora la veille par la fille de Paul. Elle trônait au centre de la table, comme une offrande. Le genre d'objet qui ne vaut rien, sauf pour celui qui le reçoit. Je l'ai vue s'en approcher, la prendre en main, lentement. Ses doigts ont caressé le bord, comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait perdu. Et puis, sans que je comprenne comment, elle est tombée. Brisée net. Un son clair, puis plus rien. Il n'a pas bougé, moi non plus. Je n'ai pas fait plus attention que ça. Quelques minutes plus tard, je bouclais ma valise et je quittais l'appartement sans poser de questions. J'étais censé revenir dans une semaine. Quand je suis revenu, quelque chose avait changé. Pas grand-chose. Juste des détails, mais ça suffisait. Le fauteuil du salon était vide. Avant, Julien s'y affalait toujours, jambes croisées, un mug à la main. Maintenant, il restait debout, ou assis sur une chaise de cuisine, dos droit, comme en transit. La cafetière était froide. Avant, elle tournait toute seule. C'était leur truc à Julien et Nora, une blague de timing, une petite danse du matin. Maintenant, chacun faisait le sien, ou pas. Puis, plus de musique. Le silence avait pris la place. Même Nora, qui mettait toujours du folk doux au réveil, portait maintenant des écouteurs. Et son regard glissait quand elle croisait celui de Julien. Personne ne m'a rien dit. Alors je n'ai rien demandé. Mes clés ont glissé sous la bibliothèque. J'ai pesté, comme toujours. En les récupérant, j'ai vu un éclat. Un fragment, petit, couleur argile, bord irrégulier. Je l'ai reconnu tout de suite. C'est pas la tasse que la fille de Paul t'a offerte ? Ai-je dit en montrant le fragment à Nora. Elle s'est arrêtée. Julien a levé les yeux. Nora prit le morceau, l'a tourné dans ses doigts, puis elle m'a regardé, un peu perdue. Je croyais qu'elle avait disparu. Julien m'a dit qu'il ne l'avait jamais vue. Il ne s'est pas levé, il n'a pas fui. J'avais honte, il a seulement dit. Comme s'il ne se parlait qu'à lui-même. Gamin, j'avais offert à mon grand-père une tasse en argile, faite avec mes mains, un petit mot aussi. Elle ressemblait tellement à celle faite par la fille de Paul, qu'en la prenant ce matin-là, le souvenir est revenu, d'un coup. Le grand-père l'avait ouverte devant tout le monde, avait éclaté de rire. « On dirait un cendrier fondu au micro-ondes », il a dit. Puis à la tante, « Tu crois qu'on peut boire là-dedans sans s'empoisonner ?» Ils avaient ri. Lui non. Depuis, il se sentait incapable de fabriquer quoi que ce soit de ses mains. Il n'avait jamais parlé de cette scène à personne, jusqu'à ce soir. On n'a pas recollé la tasse. Ça n'était pas la peine. Julien a regardé Nora et a dit « Je suis désolé, Nora », avec tellement de sincérité que Nora l'a pris dans ses bras. Elle le comprenait maintenant qu'il avait parlé.
Il avait juste suffi qu'il en parle. Il paraît qu'une nuit, dans une maison au bout d'une impasse, une petite fille s'est réveillée à cause d'un drôle de bruit. Un bourdonnement léger, comme un souffle, et une lumière étrange qui semblait danser dans le couloir. Curieuse, elle s'est levée. Et ce qu'elle a vu, c'était des lucioles. Des dizaines, des centaines. Elle flottait doucement comme si elle connaissait le chemin. Elle les a suivies parce qu'elle sentait qu'au fond, c'était pour elle. Et elles l'ont conduite jusqu'à la chambre de sa grand-mère. Là, il y avait une présence paisible, un corps endormi, à jamais. Et tout autour, une lumière mouvante, comme si quelque chose, quelque part, venait de s'ouvrir. Pas un vide, plutôt un passage. Parce que sa grand-mère, c'était pas n'importe qui. C'était une écrivaine, une conteuse, de celles capables de dire en quelques mots ce que d'autres mettent une vie à comprendre. Elle savait traduire l'invisible en phrases claires et faire de chaque vérité un écho doux. Elle disait souvent qu'une histoire, c'était comme une graine. On ne sait jamais jusqu'où elle poussera, ni qui, un jour, viendra s'abriter sous son ombre. Cette nuit-là, les lucioles l'ont emmenée dans un monde suspendu, entre rêves et souvenirs. Un lieu sans mur, sans âge. Et à chaque luciole qu'elle effleurait, une scène apparaissait. Un conte chuchoté à un enfant dans un hamac. Une salle entière qui retient son souffle sur une simple phrase. Des mots qui font sourire une vieille femme les larmes aux yeux. Une main qui écrit dans le silence. Ou un mot, à peine prononcé, qui plonge chacun dans la profondeur de son âme. Mais ces souvenirs s'effaçaient doucement. Comme si les pages d'un livre se refermaient toutes seules, l'une après l'autre. Elle a voulu les garder, toutes. Mais elle a compris. On ne peut pas, on ne doit pas. Alors elle a choisi, juste une dernière luciole, fragile mais persistante. Et dans sa lumière, une phrase, une petite phrase, soufflée jadis par sa grand-mère entre deux silences. Tu n'as pas besoin de tout retenir, il suffit de savoir comment raconter. Le matin venu, la maison était silencieuse. Mais sur la table, un carnet l'attendait, vide. Elle s'est assise et elle a commencé à écrire. Ce que j'ai vu cette nuit-là, personne ne pourra le prouver. Il n'y a pas de photo, pas de témoin, juste un carnet et une histoire qui commence à la première page. On croit que les histoires disparaissent avec ceux qui les portaient. Mais parfois, c'est là qu'elles naissent vraiment. Dans le quartier, il y avait ce vieux banc, sous un arbre, toujours occupé par un vieil homme, assis là, à donner du pain aux oiseaux. Chaque jour, à la même heure, sans faute. Un matin de pluie fine, je me suis arrêté. Un instant. C'est là qu'un petit oiseau aux plumes rousses s'est posé, face à nous. Il était différent des autres oiseaux, avec ses plumes couleur d'automne. Il s'est posé là comme s'il nous regardait. Il a voulu traverser en courant l'allée mouillée pour attraper un bout de pain que le vieux lui lançait. Mais il a glissé sur les pavés et s'est retrouvé bêtement posé dans l'eau. Il était beau, si roux, les fesses dans la flaque et pourtant,
Même ainsi, il ne semblait pas gêné. Il nous regardait, simplement. Puis d'un coup, il s'est envolé, rejoindre les siens, et on le remarquait bien avec ses couleurs d'automne, au milieu des bleus sombres et des gris cendres. Le vieux m'a lancé d'une voix tendre. La fidélité, c'est pas quand c'est facile. Et il a ri. Un rire franc, libre. Moi, je n'ai pas compris tout de suite. Mais son rire, cette simplicité, m'ont éclairé. Le lendemain, sans même y penser, je me suis assis à côté du vieux. On n'a pas parlé. On est resté là. On ne partageait rien de plus. Juste être là. Un jour, qu'il nourrissait les oiseaux, il a tendu vers moi un morceau de son pain. Sans un mot, juste un regard. Et en l'acceptant, j'ai senti ce que ce geste portait. Un engagement silencieux, précieux, sans qu'il y ait besoin de mots pour le dire. Puis un après-midi, la petite tache rouge avait disparu parmi les ailes grises. Nos yeux ont cherché en vain le petit oiseau aux couleurs d'automne. Le vieux a soufflé doucement. Quand on n'est plus là, c'est aux autres qu'on manque. Je n'ai rien répondu, mais je l'ai entendu. Un soir, alors que le banc disparaissait sous elle, le vieux a ramassé une feuille froissée, puis il a murmuré. C'est pas le banc qui compte, c'est ce qu'on y laisse. Je n'ai pas compris, pas tout de suite. J'ai gardé ces mots, quelque part en moi. Puis un matin, le vieux non plus n'est pas venu. Le banc est resté vide, longtemps. Et les oiseaux ne venaient plus. J'ai continué à venir, d'abord pour lui, puis, sans vraiment m'en rendre compte, pour ce qu'il avait laissé ici. Pour moi. Sur ce banc vide. Un matin, le petit oiseau roux est revenu. Presque sans y penser, j'ai émietté un morceau de pain. Il s'est jeté dessus avec une voix ténue. Et au deuxième morceau, il s'est mis à piailler, doucement. Pas un chant, un murmure. Et alors, tous les autres oiseaux sont revenus. Moineaux, pigeons, tous. Bien plus tard, j'ai compris. Certains bancs gardent une chaleur, même vide. Depuis ma fenêtre, j'ai une vue directe sur un jardin magnifique. C'est celui de Gérard, enfin, de Gérard et Madame K. Tout le monde pensait qu'elle ne l'aimait pas vraiment. Elle ne disait rien, ne participait à rien, pas un mot tendre, pas un geste. Gérard, lui, parlait à tout le monde. Il offrait des bouquets aux voisins, décorait les fêtes du quartier et taillait ses rosiers comme on peaufine un chef-d'œuvre. Un matin d'hiver, j'ai vu Gérard agenouillé devant une plante fragile. Il la protégeait avec un voile. Ses gestes avaient une douceur rare. Je lui ai demandé « Celle-là, elle est spéciale ?» Il a souri. « C'est une bleue de Gênes, fragile, capricieuse, mais si elle passe l'hiver, elle vous offrira un parfum inoubliable. » Madame K était sur le seuil, une tasse à la main. Elle le regardait faire. Elle a entrouvert les lèvres et puis, plus rien. Elle est rentrée. Au printemps, je suis passé devant le jardin. Gérard taillait un camélia. J'ai dit sans réfléchir, « Toujours aussi beau ton camélia, Gérard. » Puis, me tournant vers Madame K au balcon, « Vous avez de la chance, vous deux,
d'avoir un jardin pareil. Madame K m'a regardé longuement, puis son regard s'est voilé et elle a détourné les yeux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai regretté ces mots. Vous deux. L'été, c'était la fête du quartier. Gérard préparait ses bouquets, comme toujours. Les enfants couraient partout. Les couples s'en offraient. Madame K, elle, regardait depuis la fenêtre. Une main invisible semblait la retenir. Chaque fois que je la voyais, elle semblait distante, presque agacée. La générosité de Gérard l'irritait peut-être. Ou peut-être que je me faisais des idées. L'hiver est arrivé et Gérard n'était plus là. Personne ne savait pourquoi. Mais le jardin, lui, a commencé à s'abîmer. Les rosiers pliaient sous leur propre poids. La bleue de gêne n'a pas survécu. Même le camélia a jauni. Les passants marchaient plus vite comme pour éviter de voir, de ressentir. Et les enfants ne s'arrêtaient plus. Le quartier, sans rien dire, avait perdu quelque chose. Longtemps, elle n'a rien fait. Et puis un matin, elle a mis les mains dans la terre. Elle a taillé, trop court. Arrosé, trop sec. Mais elle est restée, tous les jours. Elle a lu, observé, appris. Peu à peu, le jardin a repris vie. Et peu à peu, les passants ralentissaient à nouveau. L'été suivant, pour la fête du quartier, c'est elle qui a préparé les bouquets. Et dans chacun d'eux, il y avait une bleue de gêne, celle qu'elle avait laissée mourir. Un jour de pluie battante, je suis passé devant chez eux, le col relevé, pressé d'en finir. Et c'est là que je l'ai vue, elle, penchée sur la plante fragile. Madame K, trempée, le dos courbé, attachait elle-même le voile pour protéger la plante. Elle se battait contre le vent, et j'ai compris. Quelque chose avait changé. Au printemps suivant, il y avait une autre lumière autour de la maison. Le jardin avait retrouvé sa force, sa vie. Et puis un matin, je suis passé devant chez eux. Gérard taillait un camélia, et Madame K était au balcon, un sécateur à la main. Je leur ai dit « Ça fait du bien de vous revoir ensemble dans le jardin. » Je sais pas pourquoi, j'ai rougi, comme si j'avais franchi une ligne. Gérard a levé la tête, sourit. Je crois qu'elle aime ça. Elle ne le disait pas. Mais je crois qu'elle a toujours aimé ça. Et il a ajouté « Il faut parfois arriver à dire les choses pour les ressentir. » Je n'ai pas tout compris, mais j'ai ressenti que c'était vrai. En été, on les a vus côte à côte préparer ensemble les bouquets. Les enfants s'arrêtaient et Madame K leur tendait des fleurs. Puis, cet hiver-là, je les ai vus tous les deux agenouillés côte à côte. C'est elle qui protégeait la bleue de gêne. Je leur ai dit, elle a tenu cette fois. Gérard a hoché la tête et j'ai cru voir Madame K sourire. Le printemps d'après, il y avait 2 tasses de café sur la table du jardin. Le même jardin, mais tout avait changé. Il y a des choses qu'on comprend de travers. Et parfois, c'est tant mieux. Un mardi, en rentrant de l'école, Mila s'est arrêtée net. Dans l'entrée, elle a entendu sa mère dire au téléphone « Il va falloir qu'on se débarrasse d'Alban ». Le cœur de Mila s'est serré, parce que pour elle, Alban, c'est pas juste un voisin. C'est le vieux monsieur du rez-de-chaussée. Un peu bourru, c'est vrai, mais c'est lui qui lui a appris à siffler avec une feuille de marronnier, qui
qui lui a montré comment tailler un crayon avec un canif et qui a gravé son prénom discrètement sur le banc du square pour qu'il t'appartienne un peu. Alors, Mila s'est dit qu'elle ne pouvait pas rester là sans rien faire. Le lendemain, dans le hall de l'immeuble, on a trouvé une affiche. Ne touchez pas à Alban. Puis une autre. Puis une sonnette scotchée. Puis une fausse convocation de la mairie glissée dans la boîte d'Alban. Vous êtes convoqué pour acte de bravoure et grande gentillesse. Au début, les adultes ont trouvé ça bizarre, puis amusant. Et comme souvent, ce qui fait rire finit par rapprocher. Un voisin a proposé un café. Une voisine s'est assise à côté d'Alban. Quelqu'un a même déplacé un banc, là où plus personne ne s'arrêtait. Et Mila, elle, surveillait tout ça, le cœur battant. Fière, un peu inquiète, mais sûre d'elle. Jusqu'au samedi. Ce jour-là, elle a entendu sa mère soupirer devant le balcon. Bon, il va vraiment falloir qu'on se débarrasse d'Alban. Et là, Mila a vu le pot, le bégonia fané, avec une étiquette en bois, Alban. Elle a rougi, elle n'a rien dit. Mais quand elle a croisé Alban, le vrai, assis au soleil, entouré de voisins qui discutaient avec lui, elle a souri. C'était une erreur, mais une erreur qui avait tout juste. Il est arrivé un soir d'automne. Sac à dos troué, regard fatigué. Julien l'avait croisé dans la rue. Il lui a tendu une clé, une assiette chaude, et il lui a dit « Tu peux rester ». Moi, j'ai levé un sourcil. Nora aussi. On ne savait pas qui c'était. Et Julien n'a rien expliqué, pas ce soir-là. Le garçon est resté. Il dormait beaucoup, ne parlait pas, se fondait dans le silence de la maison. Et puis un soir, autour d'un thé, Julien nous a raconté. Il y a longtemps, il était arrivé chez un homme inconnu. Pas vraiment un ami, pas tout à fait un étranger. Juste quelqu'un qu'il avait vu, vraiment vu, et qui lui avait dit « Tu peux rester ». Julien n'avait rien à offrir à l'époque. Il dormait, beaucoup. Il oubliait de manger, ou mangeait sans faim. Mais peu à peu, il s'était remis à cuisiner, à arroser les plantes du salon, à chantonner parfois, tout bas, comme si quelque chose en lui reprenait souffle. Il est resté quelques mois, pas plus. Puis, il a quitté les lieux, le cœur un peu plus droit. Et en partant, l'homme lui a dit « Tu n'as rien à me rendre, transmets, c'est tout. » Depuis, Julien gardait cette phrase au chaud, comme un bout de ficelle au fond d'une poche. Et ce soir-là, il l'a simplement déroulée. Le garçon est resté un moment. Il n'a pas dit grand-chose. Mais un jour, il a cuisiné pour nous. Un autre, il a réparé un tiroir bancal. Et puis, il est parti. Sans bruit. La chambre était rangée, le lit fait, et sur la table, un mot. Merci de m'avoir laissé m'effondrer ici. Moi, je n'ai rien dit, mais j'ai compris que parfois l'amour, ce n'est pas des grandes déclarations. C'est une lumière dans la cuisine, une assiette chaude et une porte qu'on ne referme pas trop vite. Il partait chaque matin comme les autres, sac sur le dos, pas pressé mais pas lent non plus. Rien d'étrange, rien de suspect. Il disait qu'il allait au collège, mais en réalité, il allait ailleurs. Pas pour fuir, pas pour traîner, mais pour faire quelque chose
qu'il n'avait jamais osé dire à personne. Quelque chose de doux, de précis, de lent. Il avait trouvé un vieux livre, un soir de pluie dans un carton oublié, offert par un oncle de passage. Dedans, des gestes, des équilibres, des mots qu'on ne lit pas vraiment, mais qu'on sent, quelque part entre la force et le calme. Depuis, il s'entraînait, tous les matins, dans une vieille grange à l'abri du monde, où la lumière passait en filet entre les tuiles. Il n'en avait parlé à personne, pas par honte, mais parce qu'il savait que personne ne comprendrait. Chez lui, on ne parle pas de ça. On parle de résultats, de bulletins, de ce qu'il faut faire pour réussir et puis de ce qui ne va pas. Et justement, quelque chose n'allait pas. Mais pas chez lui, chez son beau-père. Il s'appelait Marc. Il vivait là depuis 3 ans. Pas toujours à l'aise, pas tout à fait à sa place, mais il essayait. Il faisait des efforts et il partait travailler. Du moins, c'est ce qu'il disait. Un matin, il n'en a pas eu la force. Alors, il est allé s'asseoir dans un café vide à l'autre bout du village. Et en repartant, il l'a vu. Le garçon, en équilibre sur un pied, les bras levés vers le ciel, comme s'il parlait au vent. Marc n'a rien dit, le garçon non plus, mais à partir de ce jour-là, quelque chose les liait. Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné. Une prof, un signalement. Il ne vient plus au collège. La mère a raccroché, le cœur lourd. Elle n'a rien dit au garçon. Pas tout de suite. Elle a préféré parler à Marc. Tu savais quelque chose ? Il a dit non. Il a menti. Et alors, l'air est devenu plus dense, les repas plus courts, les regards plus flous. Un soir, elle a craqué. Pas avec violence, mais avec cette douceur qui appelle la vérité. Le garçon a parlé, il a tout dit. Le livre, la grange, les gestes, ce que ça lui fait. Quand je fais ça, j'ai l'impression d'être moi. Et d'être en paix. Marc a pleuré, sans bruit, mais parce qu'il reconnaissait ce qu'il avait perdu. Il a parlé à son tour, des doutes, du vide, de ce boulot qu'il n'arrivait plus à comprendre, et il a dit « Tu crois que tu perds ton temps, mais en fait, tu l'habites. Et moi, j'aimerais bien apprendre ça. » Le lendemain, le garçon est retourné au collège. Pas par contrainte, mais parce que, pour la première fois, il n'avait plus besoin de cacher ce qu'il était. Et ce soir-là, il a montré les gestes à Marc. Pas pour les corriger, juste pour les partager. Dans la lumière tombante, ils ont répété, lentement, sans bien savoir ce qu'il faisait, mais en sachant pourquoi il le faisait. Tous les samedis, à 9h précises, il grimpe les marches avec un bouquet en main. Toujours le même rituel, toujours le même silence. Il le dépose devant notre porte, au 4B. Puis, il redescend, doucement, sans un mot, sans un regard. Au début, on croyait à une erreur, puis à une habitude, et enfin, à un mystère, et on a arrêté de chercher. La voisine du second,
disait que c'était pour une ancienne amoureuse. Le petit Noé, lui, pensait que c'était un message pour parler aux oiseaux. Et Nora, plus terre à terre, parlait d'un hommage à une ancienne habitante décédée. Mais moi, je ne voyais ni chagrin, ni devoir. Je voyais autre chose. Quelque chose de doux, comme un merci, posé là, chaque semaine, sans explication. Un soir, dans la cuisine, Nora nous raconte une discussion avec la voisine du second. Cette femme, c'était la meilleure amie de celle qui vivait ici avant nous. Et elle savait tout ce que les autres ignoraient. Qu'elle et Monsieur Lemoine s'aimaient, en secret. Un secret si bien gardé que même le jour de l'enterrement, il était resté à l'écart, caché derrière un arbre. Pas par honte, mais parce que sa famille n'aurait jamais accepté ça. Et depuis, chaque samedi, il dépose un bouquet. Pas pour faire son deuil, mais pour honorer l'amour de sa vie. Un samedi pourtant, quelque chose change. Il pose son bouquet un instant, là, sur le muret, peut-être pour chercher ses clés ou attraper quelque chose, et quand il revient, le bouquet n'est plus là. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ensuite, mais on raconte qu'il a tourné un moment dans la cour, cherché derrière les poubelles, ouvert son atelier, refermé, monté, redescendu, longtemps. Puis, il est rentré, les mains vides. Mais l'après-midi même, un autre bouquet est apparu, devant sa porte cette fois. Un bouquet tordu, un peu de travers, attaché avec une ficelle rose. C'était Mila. Elle avait tout vu, et dans un élan malicieux, elle avait emprunté le bouquet. Pas pour voler, juste pour jouer, le détourner, le relancer. Elle l'a refait, à sa façon, et elle lui a renvoyé, comme une réponse silencieuse. Et les semaines suivantes, il monte encore avec ses bouquets, mais il ne les dépose plus. Et pourtant, chaque samedi, un autre bouquet l'attend chez lui. Je ne sais pas comment cette histoire a continué exactement, mais ce que je peux dire, c'est que les fleurs ont commencé à pousser un peu partout. Sur les rampes, dans les escaliers, dans les boîtes aux lettres. Un dialogue sans mots, un échange doux, discret, contagieux. La cour est devenue un jardin. Et moi, je regardais ça sans trop chercher à comprendre, juste heureux d'en faire partie. Un matin, il monte sans bouquet, mais il ne s'arrête pas chez nous. Il monte encore et frappe. C'est Mila qui ouvre. Il lui tend une enveloppe, juste ça. Sur le dessus, il est écrit « Merci d'avoir répondu ». Elle la lit plus tard, seule, une lettre simple. L'écriture tremble un peu. « Merci Mila de m'avoir rendu ce que je croyais avoir perdu. Continue à offrir ce que tu offres, des gestes simples, mais qui ouvrent grand les cœurs. » Signé Alban. Il passe à la même heure, chaque matin, toujours à pied, toujours seul. Ce n'est pas qu'il soit invisible, c'est juste qu'il ne cherche pas à se faire voir. Il est là, et ça suffit. Il connaît les boîtes aux lettres mieux que les visages. Les noms qui s'effacent, ceux qui s'ajoutent, ceux qu'on barre. Il remarque les volets d'en face restés fermés, la boîte repeinte du 17, la sonnette du 2e, où plus rien n'est écrit. Il ne commande jamais, mais il sait. Ce matin-là, il trouve une enveloppe sans timbre. Juste un prénom, écrit à la main. Une écriture un peu penchée. Il la regarde longuement, quelque chose l'intrigue. Il la glisse dans sa poche et continue sa tournée. Rien ne presse, tout est important. Il croise Madame K. Clair sourire, robe légère, cheveux détachés. Il se souvient d'elle autrement. Fermée, froide. Il lui rend son sourire, elle hoche la tête
Rien de plus, mais c'est beaucoup. Plus loin, Mila court vers lui. « Tu crois qu'elle va me répondre, ma copine de Paris ? J'ai mis un autocollant pour que ça lui donne envie. » Il prend la lettre, avec douceur. Il sait que certaines réponses prennent leur temps. Sur un banc, il aperçoit le garçon aux cheveux bleus. Rien dans les mains, les yeux cernés. Le facteur s'arrête, sort un petit paquet de sa poche, le pose près de lui, sans un mot, puis repart. Le garçon ne le regarde pas, mais ses doigts bougent. Devant un immeuble, il ralentit. Là-haut, vit Élise. Elle écrit, toujours. Et il pense à sa grand-mère. Parce que sa grand-mère, c'était pas n'importe qui. Une conteuse. C'est Élise qui l'avait trouvée. Elle n'était qu'une enfant. Ça avait ému tout le quartier. Depuis, il l'observe. Il sent qu'elle est bien partie, elle aussi, pour faire pousser des histoires qui comptent. Et toujours dans sa poche, l'enveloppe sans timbre, au prénom écrit à la main. Il termine sa tournée, revient sur ses pas, s'arrête devant une boîte, vide, repeinte, comme si quelqu'un attendait ou n'attendait plus. Il glisse l'enveloppe à l'intérieur, avec lenteur, avec soin. Il ne saura jamais ce qu'elle contenait, mais il sait qu'elle devait arriver. Et c'est tout. Il ne se retourne pas, mais il a entendu. Lui, c'est le marionnettiste. Il émerveille les enfants, fait rire les grands. On l'applaudit dans la cour, on le salue dans la rue. Elle, on ne la voit pas. Elle recoue les fils, prépare les costumes, range les bancs. Elle pense au goûter, aux invitations, aux piles de la sono. C'est grâce à elle que le théâtre vit. Leur duo marche à merveille, tellement bien qu'ils ne se sont jamais demandé pourquoi il n'y en avait qu'un qui recevait les fleurs. Ils n'ont rien prémédité, ils ont juste glissé, chacun dans le rôle qu'on leur avait appris. Et puis, un jour, après un spectacle, une femme s'approche. Elle regarde les marionnettes et elle dit « Elles sont magnifiques. C'est vous aussi qui les fabriquez ?» Et lui, sans y penser, porté par les rires et les bravos, « Tout ce que vous voyez ici, c'est moi. » Elle ne dit rien. Elle sourit même, mais quelque chose se casse. Et cette fois, elle ne revient pas. Alors, tout s'effondre. Les marionnettes ne tiennent plus. Les spectacles sont en retard, les réservations oubliées, les ficelles s'en mêlent, il s'épuise et il ne comprend pas ce qui a changé. Un matin, en cherchant un rideau dans la malle, il tombe sur une marionnette qu'il n'a jamais vue. Elle l'avait faite en secret, à son image. Ses yeux bougent, ses doigts aussi, elle respire presque. Elle est plus vivante, plus libre, plus juste que tout ce qu'il avait fabriqué. Il la regarde, longtemps, et tout lui revient. Ce qu'elle faisait, ce qu'il croyait faire seul, et ce qu'il a dit. Alors, il part la chercher. Il traverse la région, des places animées en refuge créatif. Il laisse des mots, interroge les visages. Un jour, sur une place, il retrouve un vieil ami, un ancien collègue de tournée. Leur théâtre ambulant est monté pour le week-end. Elle ? Non. Mais continue.
Elle n'est pas loin. Clémentine, cette programmatrice qu'il connaît bien, lui dit « Une marionnette à son image ? Oui, elle m'avait parlé de ça. Elle disait « Je ne suis pas prête à la faire jouer. Pas encore. » Il monte alors vers les montagnes. Une clairière, un refuge, des sculptures dans la mousse, un feu de bois, des voix basses, il retrouve Isor. Ancienne chanteuse qui vit désormais dans le calme et la terre. Tu la cherches encore ? Peut-être qu'elle ne veut pas être trouvée. Mais lorsque tu seras prêt, elle sera là, quelque part. Et d'ailleurs, elle t'attend déjà. Puis, il reprend la route, mais cette fois, il ne cherche plus, il marche. Il s'arrête dans des lieux de silence, de nature, de solitude. Et sans vraiment s'en rendre compte, il marche plus loin que prévu, plus profond que prévu. Et c'est ce temps-là, ce détour, qui le transforme. Et puis un jour, il la retrouve. Une caravane posée au calme, des rideaux cousus main, le théâtre démonté, replié, silencieux. Il ne dit pas grand-chose. Il dépose simplement la marionnette entre eux. Puis, doucement, je l'ai trouvé. Je l'ai regardé. Longtemps. Je ne savais pas. Tu voudrais jouer ton spectacle dans notre théâtre ? Elle ne répond pas. Pas tout de suite. Mais elle sourit. Et cette fois, le sourire est entier. Ils rangent ensemble, elle colle les affiches, il empile les bancs, il parle, il rit, il crée, à égalité, à égalité, à égalité, à égalité, à égalité. Ce n'est pas un renversement, mais une mise en lumière. Et cette fois, c'est elle qui tient les ficelles. Et lui, désormais, c'est aussi les démêler. Il y a toujours eu des oiseaux au printemps. Toujours. Des rouges-gorges, des mésanges, des étourneaux. Mais cette année, rien. Pas un chant. Pas une ombre d'ailes. Juste un ciel vide et un silence qui grince. Il s'appelle Elliot, et cette année, il est le seul à s'en inquiéter. Quand il en parle, on lui répond « Tu exagères. Ils sont là, faut juste tendre l'oreille. » Mais lui, il n'entend rien. Et ça le ronge. Alors un matin, il décide de chercher. Pas les oiseaux, ce qui manque, ce qui est perdu. Il traîne à la bibliothèque, dévore des atlas d'ornithologie. Rien. Il visite même le muséum d'histoire naturelle. Et dans une salle oubliée, il lance un vieux vinyle de chant d'oiseaux. Et ce qu'il entend, ce sont des grésillements. Pas un sifflement, pas un battement d'aile. Alors il grimpe, tout en haut du vieux réservoir, là où le ciel n'a plus de toit. Et c'est là qu'il l'entend. Un sifflement,
humain, vivant. Un vieil homme, seul, qui siffle des mélodies oubliées. Pas pour quelqu'un, pour rien, pour l'air peut-être, pour le vent. Elliot s'assoit, ne dit rien, revient plusieurs fois. Et le silence en lui commence à bouger, à respirer. Il inspire, expire, ressent l'air, le froid, une chaleur aussi. Et c'est là que ça revient. Luna. Un après-midi, un jeu idiot. Elle l'imitait. Montait plus haut, toujours plus haut. Il lui disait d'arrêter, elle riait. Puis, un faux pas. Une marche de trop. Il n'a rien pu faire. Rien pu dire. Mais depuis, il se le reproche. Comme s'il avait voulu qu'elle tombe. Mais c'était faux. Ce jour-là, il s'est fait taire lui-même. Et là, sur ce réservoir, dans le souffle du vieux siffleur, quelque chose s'ouvre. Il pleure, il dessine, il chante même. Il écoute le monde à nouveau. Et un matin, sur le chemin du retour, il entend un chant clair, présent, réel. Un rouge-gorge, juste là sur une branche. Il lève les yeux et pour la première fois, il ne baisse pas la tête. Il comprend alors. Les oiseaux n'avaient jamais disparu. C'était lui qui ne les voyait plus. Il est revenu sans prévenir. Il avait juste reçu ce message. J'ai besoin d'un coup de main. Et pour Gaspard, il ne pouvait dire que oui. Peut-être comme s'il attendait ça depuis longtemps. Le vieux doit quitter les lieux. Trop d'escaliers, trop grand. L'heure de passer à autre chose. Julien se propose de commencer par trier. Carton, poussière, silence. Des années entières, posées là. Et dans le grenier, quelque chose l'attend. Son vieux magnétophone 4 pistes. Une pile de cassettes au fond d'un vieux carton. Et son Walkman, toujours là, accompagné d'un stock de piles. Il se souvient des heures passées à enregistrer toutes sortes de sons, à les remonter ensuite avec un savant enchaînement de câbles entre le 4 pistes, le Walkman et une vieille boîte à effets. Ses premières maquettes de musique électro. Mais parmi toutes les cassettes, une, sans étiquette, attire son attention. Il glisse la bande dans le lecteur et le passé se remet à tourner. Un après-midi d'été, la voix grave de l'ami de Gaspard, celle qui voulait enregistrer en cachette. Un micro, placé à l'avance, des câbles, dissimulés, et toute l'excitation de l'instant. Mais au milieu de cette voix tant cherchée, il y en a eu une autre qu'il aurait préféré ne jamais entendre. Il s'amuse bien avec ses sons, mais bon, ça restera un petit bidouillage de gamin. Il sample, mais il ne connaît pas les bases du rythme. Il ne travaille pas. Chaque mot le percute. Et aucun ne s'efface. Ces mots l'ont figé.
parce qu'il admirait tant Gaspard. Le musicien talentueux, le mélomane exigeant, celui qu'il voulait impressionner, celui dont le jugement valait plus que tout. Il n'a rien dit, mais il est parti. Et depuis, il n'a plus jamais samplé. Aujourd'hui, il revient. Gaspard a besoin d'aide. Et pour Julien, il n'y a pas de discussion. Il aide. Pas pour faire la paix, pas pour comprendre, juste être là. Porter, brancher, écouter, Gaspard reste Gaspard. Et au moment de partir, le vieil homme lui tend une cassette, une autre. Celle-là, Julien la reconnaît. Il l'avait oubliée, elle aussi. Rose claire, fleur mauve, une vieille maquette à lui. Un morceau dans lequel il s'était entièrement abandonné. Tu te souviens de ça? Tu l'avais faite quand tu étais ici. Je suis retombé dessus il y a quelque temps. Franchement, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Julien ne dit rien. Un sourire, presque. Et il repart. Dans le train, le casque sur les oreilles, il écoute. Pour la première fois depuis des années. Un son simple, fragile, mais vivant. Quelque chose qu'on croyait perdu et qui attendait qu'on lui tende enfin l'oreille. Ce n'est peut-être pas arrivé. Mais c'est vrai quand même.